chat noir dans un studio d'enregistrement. Oui. Normalement, il ne doit pas venir. Mais bon, il paraît que c'est la signature de votre émission, alors voilà, il est là, il s'appelle Nelson. Et pour tout dire, c'est pas mon chat, je suis son humain, parce qu'il a choisi cette maison. Je vais vous raconter notre arrivée à Vaulion, comme ça vous comprendrez qui je suis. J'étais marié avec une speakerine de la télévision suisse romande. On est arrivé ici il y a 20 ans, il n'y avait pas encore le câble, donc les gens regardaient la télévision suisse romande de manière quasi religieuse. Et évidemment, quand on est arrivé avec Barbara, qui était speakerine, tout le monde la reconnaissait. Donc je suis arrivé ici en tant que mari de Barbara, la speakerine de la télévision suisse romande. Et ce statut me convenait parfaitement. Alors quand on est arrivé, bien sûr, on arrivait de Genève, et on était accueillis de manière un peu étrange, parce qu'on n'était pas du coin, et on se demandait qu'est-ce qu'on venait faire dans ce village perdu, Vaulion, qu'on avait choisi, évidemment, ce vieux moulin qu'on habitait et que j'habite toujours. Et j'espère aujourd'hui être quelqu'un comme tout le monde, finalement, parce que c'est le statut que je revendique. Je fais mon métier de la manière la plus, j'espère, humble possible, en mettant en avant mes invités, et tout, sauf moi, évidemment. Donc je suis un Voglioni comme un autre, vraiment. Sur l'ARSR, la première. Bonsoir, bienvenue à vous. En deuxième partie d'émission, nous rencontrerons Stanislas avec un album qui est sorti il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez recherché en venant vous installer à Vaulion? Nous avions à l'époque une vie sociale très importante. On sortait beaucoup, on allait voir des concerts. J'étais musicien, donc je faisais pas mal de scènes. Barbara, mon épouse, était mannequin aussi à l'époque, donc elle se baladait un peu partout sur la planète. Et on avait envie de se retrouver un peu dans un environnement intime. Donc dans une maison un tout petit peu isolée du village. On n'est pas très loin, on est à 1 kilomètre, mais ça fait quand même une différence. Et on a senti tout de suite une espèce de très grande bienveillance à notre égard. On avait 2 enfants en bas âge, un de 2 ans et l'autre de 5 ans. Et c'est vrai que les enfants aussi ont été un passeport pour nous très important, dans la mesure où, par les enfants, on arrive à connaître finalement tout le village. Alors, assez curieusement, le moulin est assez loin de Lausanne, juste ce qu'il faut, pour se retrouver un petit peu dans un endroit différent. C'est un espèce de sas de décompression. Et quand il neige, on se rend compte que là où ça commence à être dangereux, c'est quand on arrive vers Lausanne, justement, parce qu'ici, on sait dégager les routes, et ici, on s'est roulé sur la neige. J'ai dû apprendre, j'ai mis du temps, mais maintenant, je sais le faire. En dehors du cadre professionnel, donc votre travail à la radio suisse romande, Ouais. quelle place la musique prend-elle? Assez paradoxalement, elle en prend beaucoup, et finalement, beaucoup moins quand je suis en dehors de la radio, parce que à la radio, évidemment, je pense musique, j'écoute de la musique, je parle musique. Et quand je sors de la radio, j'ai besoin de m'informer. J'ai besoin de regarder des émissions à la télévision où on me parle du monde, de l'état du monde, de la philosophie, de la sociologie de notre monde, qu'on essaie de décrypter le mieux possible. Et j'écoute aussi de la musique. Mais c'est aussi. Et alors, quelle musique vous fait vibrer? Je crois qu'il faudrait mieux parler de celles qui ne me font pas vibrer, parce que, à l'exception de quelques-unes qu'on ne va pas mentionner, presque toutes me touchent. Et ce qui me touche, c'est l'expression de l'être humain, finalement. La musique et de ses états d'âme divers, de ses fâcheries aussi, ça peut être ça, de ses rancœurs, mais aussi de ses joies, de ses peines, et de ce qu'il n'arrive pas à comprendre de son environnement, de la vie de tous les jours, ou de la vie à plus long terme. La musique transporte des émotions qu'elle seule transporte, en fait. Et dans le studio d'enregistrement dans lequel nous sommes à l'instant même, je vois autour de moi 7 ou 8 guitares et des instruments. Il y en a plus que ça. Et des instruments dont je ne connais même pas le nom. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Vous êtes donc un musicien? Alors ça, c'est une passion d'enfant. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais 12 ans. Et on était vraiment au balbutiement de la musique électrique. C'était en 62, pour tout dire. Donc, je rêvais d'avoir des guitares électriques, enfin, en tout cas, une guitare électrique. Et mon père était assez sévère. Il me dit, si tu veux une guitare électrique,
eh ben tu te la payes, tu travailles et tu te la payes. Et on rêvait des instruments de musique américains, les grandes marques, on connaît les Fender, les Gibson, etc., qui étaient totalement inabordables. Donc c'était pour moi un rêve d'enfant d'avoir de beaux instruments. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai passé à ne pas pouvoir résister à la tentation d'acquérir des instruments. Mais bon, j'en ai eu beaucoup, j'en ai vendu beaucoup, et l'un dans l'autre, j'ai maintenant quelques très très beaux instruments que j'ai pu acquérir en négociant par passion, on va le dire comme ça. Mais vous êtes bien sûr un musicien, ce n'est pas seulement disons que je joue de la musique, je joue de la guitare, alors on va dire ça comme ça. Oui. D'accord, mais vous produisez? Assez rarement, vraiment très rarement, parce que il faut répéter, ça prend du temps, et mon travail à la radio prend le plus clair de mon temps, évidemment. On va voir quelques images là du studio dans lequel nous sommes. Volontiers. Qu'est-ce que vous y faites de manière régulière ici à Vouillan? La plupart du temps, je travaille sur des projets musicaux que j'ai, et je fais aussi quelques travaux pour la radio. Mais c'est plutôt un studio d'enregistrement musique ici. Chat noir dans un studio d'enregistrement. Oui. Normalement, il ne doit pas venir. Mais bon, il paraît que c'est la signature de votre émission. Alors voilà, il est là, il s'appelle Nelson. Et pour tout dire, c'est pas mon chat, je suis son humain, parce qu'il a choisi cette maison. Et il y a environ 7 ans, on a vu débarquer cette chose. C'était en hiver comme maintenant, et il se détache bien sur la neige. Et il est resté 3 jours dehors, à miauler évidemment, comme un fou. Et il a décidé d'entrer et de faire de ce moulin son chez lui. Donc je suis son humain. En matière de musique, sur le plan musical, vous êtes totalement incollable. Alors loin de là, je ne me veux pas spécialiste de quoi que ce soit, et surtout pas de musique. Je suis un curieux et j'essaie d'être un généraliste des musiques. Je n'ai pas assez de mémoire d'ailleurs pour pouvoir me prévaloir d'un statut de spécialiste dans quelque domaine que ce soit. Mais je suis vraiment curieux des musiques. J'essaie de m'ouvrir le plus honnêtement et humblement possible à la musique qui est donnée, ou aux musiques qui sont données. Quel a été l'artiste ou les artistes qui vous ont totalement subjugué, sans oublier les autres, bien sûr? Moi, je suis extrêmement sensible aux voix, parce qu'étant totalement incapable de chanter, et je suis très jaloux de ça. Quand on reçoit des artistes comme le Mystère des Voix Bulgares, ou une encore mieux, si j'ose dire, en tout cas plus émouvant selon moi, une chorale ukrainienne qui s'appelait Kalena, où ils étaient 70 chanteurs et chanteuses et 10 musiciens qui sont venus donner un concert là. Tout le monde pleurait.
c'est des moments d'émotion pure parce que ces chants-là transportent un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est invraisemblable. Le mystère des voix bulgares, on avait l'impression d'être à l'intérieur d'un espèce d'avion qui chantait, c'était incroyable, c'est des choses qui vous saisissent, qui sont plus fortes finalement, parce que il y a une espèce de communion entre toutes ces voix qui fait que on est là comme, j'imagine, comme quand on est un jeune môme dans le sud des États-Unis, pour la première fois, on va chanter du gospel. C'est une espèce de communion qui est incroyablement forte et qui, moi, me saisit. Je vous laisse rejoindre vos micros. Alors avant d'animer cette émission, quel a été votre parcours, vous le Genevois devenu Voliani? Est-ce possible de résumer 38 ans de TV et de radio en quelques instants? Alors TV, oui, c'était 6 mois, en tout début de carrière, en 1972 pour être tout à fait précis. Et puis tout de suite la radio, parce que c'est un médium qui me parlait plus que la télévision. Bon, la télévision, à cette époque, était bien intéressante. C'était la période de toutes les découvertes, de toutes les nouvelles émissions. Temps présent avait très peu d'années de vol, si j'ose dire. Et on découvrait partout. Mais en radio aussi, on était à l'aube... il faut dire quoi, 8 ans, 9 ans plus tard, c'était la libération des ondes françaises, ça a révolutionné complètement notre manière d'envisager, de faire de la radio aussi. Et la radio est un médium très rapide, surtout par rapport à... Maintenant, la télévision est devenue extrêmement réactive, mais ce n'était pas le cas avant. Donc, on avait cette espèce de temps d'avance chaque fois pour créer des événements ou créer quelque chose en radio. Alors, j'ai fait un peu tous les métiers en radio, en commençant par opérateur son, programmateur musical, réalisateur, animateur, producteur, plein d'autres choses. Je me suis occupé un peu d'Internet, je me suis occupé de formation. J'ai travaillé sur 3 chaînes sur 4. Je n'ai jamais travaillé sur Couleur 3. Ou si peu, on va le dire comme ça. Et je suis toujours aussi passionné par ce médium qui, aujourd'hui, parce qu'on vit une espèce de crise importante au niveau de savoir comment vont se métamorphoser les médias ou le paysage médiatique en règle générale, parce que Internet bouleverse la donne de manière évidente. Et je crois que la radio est un médium qui va bien tenir la secousse, parce que c'est un médium de proximité. Quand on fait de la radio, on s'adresse à une personne, celle qui vous écoute de l'autre côté du poste, même si on a 100 000. Mais c'est une relation très privilégiée et très personnel ou personnalisé, je ne sais pas comment le dire. Et ça change tout. Quand on fait de la télévision, on dit évidemment bonjour à un nombre considérable de gens. Et on est entouré d'un nombre généralement considérable de gens. Sur un plateau, il y a beaucoup de monde. En radio, on peut être jusqu'à en self, seul, devant son micro, et on est obligé de s'imaginer que de l'autre côté, il y a au moins une personne qui vous écoute. C'est tout bête, mais c'est un enjeu qui est formidable et qui reste incroyablement motivant, même après 38 ans d'aventure radiophonique, on va le dire comme ça. Lors d'un interview, si on vous observe en pleine session Paradiso, vous tenez très en retrait. C'est une stratégie? C'est une évidence que la personne qui doit être mise en lumière, c'est mon invité et pas moi. Et on commence, dans le cadre de l'émission, à recevoir de plus en plus de témoignages d'auditeurs qui nous disent, ce qu'on apprécie, c'est ça justement, c'est que vous mettez en valeur l'invité que vous présentez et vous vous tenez en retrait. Il y a cette position qui, moi, me convient parfaitement parce que je trouve, à la limite, parfois pénible quand on regarde surtout certaines émissions de télévision où on se dit le show, il est fait autour de la personne qui présente l'émission et que finalement, les artistes sont presque là comme étant des prétextes à la visibilité, à la mise en valeur de la personne qui présente quelque chose. Et quand on y pense bien, quand on fait de la radio et quand on fait aussi de la télévision, finalement on doit être des passeurs. Gérard Souter, vous étiez le 2e passager de la Terre, de cette série d'émissions qui se consacre à des personnes qui ont marqué, qui marqueront leur passage. Je vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. C'était très agréable.